Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Quoi de neuf chez Urban Comics cette semaine? Eh bien beaucoup de super trucs, donc du coup on ne va pas attendre beaucoup plus longtemps et on commence tout de suite. Et on va tout de suite commencer par ce qui est sans doute moi mon coup de cœur de cette semaine. Je veux bien sûr parler de Human Target de Tom King et Greg Smallwood. L'histoire en fait d'un personnage très secondaire voire tertiaire de l'univers de DC Comics qui s'appelle Christopher Chains et qui est un homme qui a la capacité en fait de se fondre dans l'identité de certaines personnes. En fait, il sert véritablement de cible vivante et il est engagé par des grands manias, des personnes qui sont en fuite, des gens qui ont des problèmes et qui ont besoin de se faire oublier quelque temps. Et pendant qu'ils se font oublier, en fait, c'est Christopher Chains qui prend leur rôle, qui prend leur identité pour se faire courser ou se faire assassiner ou avoir beaucoup de problèmes. Et du coup, pendant ce temps-là, tout est réglé et les gens reviennent une fois que c'est fini et Christopher Chains repart sur son prochain contrat. Sauf que le dernier contrat qu'il a dû avoir, ça a été de prendre la place de Lex Luthor. Alors Lex Luthor quand même qui est un personnage assez controversé, qui va avoir beaucoup de problèmes et qui à la suite en fait de son remplacement par Christopher Chains va être en fait empoisonné. Christopher Chains, en fait, pendant qu'il était Lex Luthor, il a été empoisonné et il n'y a aucun remède. Il n'y a aucun remède et il va mourir dans une petite dizaine de jours. Et du coup, les jours en fait qui vont lui rester vont lui permettre d'essayer en fait d'enquêter pour découvrir qui a voulu empoisonner Lex Luthor et qui l'a empoisonné lui, qui est à l'origine de sa mort. Et tous les indices semblent converger vers la Justice League et pas n'importe quelle Justice League, la Justice League International, la Justice League du milieu des années 80, écrite par J.M. DeMatteis et le regretté Keith Giffen, qui était cette Justice League un peu plus hétéroclite, plus c'est un peu porté sur l'humour, qui voyait des personnages comme Guy Gardner, comme Booster Gold, comme Black Canary ou encore Batman se côtoyer en sein d'une équipe et qui est sans doute, moi je trouve, l'une des meilleures itérations de la Justice League, tout DC Comics confondu. Et notre bon Christopher Chains va du coup, au fil de 12 chapitres, rencontrer chacun des membres de cette Justice League pour tenter d'élucider le mystère de sa mort à venir. Et ce qui est vraiment très chouette, moi je trouve, c'est que par le biais de cette histoire-là, par le biais de cette enquête, Tom King va nous parler de l'histoire d'un homme qui toute sa vie en fait n'a jamais été lui-même, a toujours été quelqu'un d'autre. Il n'a jamais pris le temps d'être Christopher Chains, il a toujours été, je vous dis, Lex Luthor, Jean-Michel et j'en passe. Et c'est au moment en fait où sa fin approche qu'il va devoir pour la première fois se fondre dans sa propre identité, où il va devoir être lui-même. Et ça, c'est pas forcément évident. Et tous les entretiens qu'il va avoir avec chacun des membres de la Justice League va faire ressortir peut-être qui il est au plus profond de lui. Et on va rentrer dans quelque chose d'immensément mélancolique, comme Tom King sait si bien nous les raconter. Ça va nous parler d'amour, de regret et de tout ce prisme un petit peu de choses qu'on peut avoir. Et moi, je trouve ça hyper touchant et hyper puissant. Moi, je pense que c'est vraiment un de mes Tom King préférés. C'est en tout cas un de ceux qui m'a le plus touché, qui m'a le plus bouleversé. L'histoire de l'enquête, quelque part, c'est un prétexte. On s'en fout complètement de découvrir qui est le personnage de la Justice League en fait qui a assassiné. Les raisons, évidemment, on va les apprendre, on va savoir pourquoi, qui, comment. Mais le principal de l'histoire, c'est vraiment ce Christopher Chains, c'est cet Human Target et c'est ces questions d'identité, de comment assumer qui l'on est, les bilans à faire sur sa vie, les erreurs qu'on a faites, comment peut-être les changer, comment peut-être profiter des derniers instants qui nous restent. C'est tout ça que ça va nous parler Human Target et moi je vous dis, je trouve ça hyper touchant. Et alors, si vous avez du mal un petit peu avec le style habituel de Tom King, parfois un petit peu très empoulé ou ce genre de choses, très expérimental parfois, bon, c'est pas forcément l'ouvrage qui vous fera changer d'avis, mais je vous dis, les personnages sont hyper forts, le plaisir de voir cette Justice League mythique mis en scène, c'est vraiment super. On voit vraiment que King, il aime toutes les bizarreries de l'univers d'ici et qui prend justement plaisir à nous les mettre en scène, de nous les présenter. Et ce personnage de Human Target, de Christopher Chains, et moi je trouve bouleversant, il est vraiment super cool. C'est un personnage que vous aviez peut-être déjà croisé chez Urban Comics, parce qu'il y avait déjà 2 volumes en fait qui étaient sortis de la réinterprétation qu'en avait fait le scénariste Peter Milligan au début des années 2000, accompagné notamment des auteurs Javier Pulido ou encore, comment s'appelle-t-il, ou encore de Cliff Chiang.
dans un délire un peu très Vertigo de l'époque, très pop. Et ici, Tom King essaye à la fois de recapturer cet esprit-là, mais de s'approprier l'univers de Human Target, et avec le dessinateur Greg Smallwood, grand auteur qu'on avait notamment pu voir sur le Moon Knight de Jeff Lemire, s'amuse ici en fait à reprendre une esthétique très roman noir américain, très roman de gare, mais un roman de gare un peu différent de ce que Tom King en fait a fait sur Gotham City Année 1 par exemple. Ici on a quelque chose d'un petit peu plus pop, un peu plus très couverture, très image très pastel et tous ces trucs-là, et c'est vraiment magnifique, quoi. L'ambiance est absolument délectable et vraiment géniale, quoi. Donc je vous dis, moi c'est un ouvrage que j'ai adoré. Moi j'adore l'univers DC Comics, hein. Peut-être que vous commencez peut-être à le savoir, et du coup à revenir sur les choses un peu moins connues de cet univers-là, aller un petit peu dans les coins, aller notamment sur des personnages très secondaires et tout ça. Moi c'est un plaisir immense, j'adore parcourir tout ça, et le style de Tom King me touche personnellement sur beaucoup d'aspects. Il a écrit beaucoup d'histoires qui ont été, je pense, très importantes pour moi à des moments donnés de ma vie. Et ce Human Target ne fait pas exception, donc moi je ne saurais que trop vraiment vous le recommander, de tester vraiment, même si Tom King c'est pas trop votre tasse de thé, je vous dis, oubliez là l'histoire d'enquête, c'est pas le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est la vie d'un homme, ses regrets et sa mort prochaine. Et c'est hyper touchant, c'est magnifique. Je vous dis, je vais peut-être arrêter avec les superlatifs parce qu'il y en a un peu trop. Mais en tout cas, Human Target, c'est génial. Ça a reçu, me semble-t-il, 2 Eisner Awards cette année pour meilleur illustrateur pour Greg Smallwood et pour meilleure série pour Tom King et Smallwood. Donc bon, quand même, ça montre que l'industrie reconnaît la valeur de cette histoire. Donc voilà, moi je vous le conseille, c'est un bonheur en barre. Et si vous êtes un nerd de DC Comics, je pense que vous y trouverez 1 milliard de fois votre compte. Mais cette semaine, Tom King n'est pas que présent dans l'univers de DC Comics, il arrive également en indépendant chez Urban avec sa dernière création et même première création indépendante. Je veux bien sûr parler de Love Everblasting qu'il réalise avec la dessinatrice française Elsa Chartier. Alors qu'est-ce que c'est donc que ce très bizarre Love Everblasting ? En fait, comme vous avez peut-être pu le comprendre avec mon pitch un peu de Human Target et avec tous les récits que King commence à faire chez DC, c'est quelqu'un qui aime bien les comics en fait à l'ancienne. C'est quelqu'un qui aime bien aller farfouiller dans les choses anciennes. Il aime bien aller nous surprendre, les choses qu'on n'attendait pas forcément, aimer les choses un peu bizarres. Et avec Love Everblasting, il va décider de rendre hommage aux comics de romance des années 50, en nous présentant en fait la vie et les romances d'une jeune femme en fait qui va être ballottée d'histoire en histoire, de personne en personnage et surtout d'époque en époque, et qui va voir ses romances plus ou moins avancer et être bouleversées par beaucoup de choses. Je vous dis, dit comme ça, c'est très nébuleux, c'est très étrange, mais quand on lit, on est vraiment plongé dedans, et surtout en fait, on va voir le parcours en fait d'une héroïne qui va se retrouver en fait à différentes places de la femme à travers l'histoire des États-Unis. En fait, je pense que King, il a envie de nous parler de la condition de la femme en fait à travers l'histoire américaine et de nous montrer comment, dans certains contextes, dans le western, dans la comédie familiale, dans le drame, dans toutes ces choses-là, dans tous les archétypes un peu qu'on peut avoir de la femme en fait dans la fiction populaire américaine, comment ça nous dit en fait quelque chose du traitement des femmes dans le temps et de leur place en fait à travers tout ça. Et moi je trouve ça hyper intéressant. Je vous avoue que effectivement c'est assez déroutant au début quand on rentre dedans parce qu'on a du mal à voir où il en va, mais quelque part ça va avec l'histoire parce qu'on est autant dérouté que l'héroïne qui se retrouve en fait, qui commence une romance dans les années 50, qui est amoureuse du mari de sa meilleure amie, et où finalement ils vont consommer leur amour, et puis pof, là on sort de l'histoire et on se retrouve bien plus dans les années 70 où elle va se retrouver à tomber amoureuse d'un guitariste dans le New York un petit peu hippie des années 70, et puis pof, là on change et on se retrouve une femme ballottée entre 2 hommes à l'époque du Far West, et on change, etc. Et elle est tout aussi déboussolée que l'on peut l'être. Mais ça commence à faire sens au fur et à mesure, et je pense que le discours en fait aide à lier un petit peu tout ça, et c'est magnifié par le dessin de Elsa Chartier, qui est une illustratrice française absolument talentueuse, qui a un petit peu un style un peu rétro, un peu néo-rétro à la Tim Sale, à la Darwin Cook ou des choses de ce genre. Elle s'inscrit vraiment dans cet héritage-là stylistique. En plus ici, elle est colorisée par le grand Matt Hollingsworth, qui est sans doute
l'un des meilleurs coloristes tout confondu aux États-Unis. Et du coup, ça nous propose quelque chose d'assez atypique, de vraiment très particulier, mais qui bénéficie à la fois de la rigueur en fait d'écriture de Tolkien, de son ambition en tant que scénariste, mais avec quelque chose qui le sort un petit peu de sa zone de confort, qui le sort un petit peu des super-héros, qui le sort un petit peu de son côté très dépressif pour aller vers quelque chose d'un peu plus ludique, je dirais, mais du coup avec des thématiques non moins intéressantes et je pense pertinentes aujourd'hui. Et je vous dis, le fait de revenir un peu sur des comics de romance, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde fait, et des choses qu'on a encore beaucoup l'habitude de voir, parce que vous l'ignorez peut-être, mais les comics en fait ont été très divers au fur et à mesure. Il y a eu beaucoup de modes au fur et à mesure du temps, et à la fin en fait des années 40 et durant tout le début des années 50 et 60, c'est en fait les comics de romance et les comics de western en fait qui étaient les plus populaires. Les genres du super-héros avaient pratiquement disparu, il restait à peine Superman, Batman et Wonder Woman. Et les super-héros étaient plus trop en odeur de sainteté après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment ces récits-là qui vont définir la BD américaine pendant pas mal de temps. Tout le monde va s'y mettre, notamment Jack Kirby, qui a fait des comics de romance, qui s'appelait Young Romance, qui avait été réédité il y a quelques années par Comics Initiative. Et tout le monde, je vous dis, s'y est mis, Joe Kubert aussi, enfin plein de gens, Steve Ditko, etc. On peut retrouver des comics de romance, donc c'est assez rigolo. Et c'était un petit peu dans le ton de l'époque. Donc aujourd'hui, ça a évidemment beaucoup vieilli, mais c'est intéressant de les relire à l'aune de l'évolution de la culture américaine et de la bande dessinée avec ce Love Everblasting. Donc moi je vous enjoins beaucoup à y aller si vous êtes curieux un petit peu des différents genres du comic books. C'est vraiment une excellente curiosité, c'est pour moi une excellente histoire, magnifiquement mise en scène et dessinée, et en plus vous prenez pas beaucoup de risques, parce que jusqu'à la fin de janvier 2024, le premier volume en fait est proposé pour un total de 10 €, donc ce qui vous permet de prendre un petit risque, d'aller sur cette série très atypique et de voir si cela peut vous plaire. Donc voilà, on vous remercie Urban beaucoup de nous l'apporter, d'essayer en fait de donner aussi beaucoup d'ampleur avec ce prix attractif, et surtout ce qui est très sympa, c'est que je ne sais pas si ça se verra très bien à la vidéo, mais depuis quelques temps, en fait, Urban Comics ont un petit peu changé leur charte graphique pour les comics indés. Ils ont mis un petit peu plus de couleurs, et moi j'aime beaucoup, je vous avoue, je trouve que ça donne beaucoup de personnalité au livre. Ils l'avaient déjà fait pour le Duo Powerbomb qui est juste derrière moi, pour le Graffiti Wall aussi de Ramvé. Et j'ai hâte d'en voir beaucoup plus, que ça colore bien nos bibliothèques, et de voir quelles autres grosses pépites Urban peut aller nous dénicher pour nous ravir. Donc du coup vraiment, Love Everblasting, une pépite à ne pas rater. On retourne un petit peu du côté de DC Comics avec le Swamp Thing Green Hell de Jeff Lemire et Doom Manque, la nouvelle entrée de le DC Black Label qui vient nous réinterpréter la créature des marais. Dans ce volume en fait très particulier, on va assister à la fin du monde, ni plus ni moins, un monde en fait qui est à cause des désordres écologiques est complètement dévasté, les mers sont pratiquement asséchées, et seules quelques petites poches d'humanité existent encore de ci, de là. Mais ce monde court véritablement à sa perte, et une seule personne pourrait peut-être permettre d'aller mieux, pourrait améliorer la situation, et c'est Alec Holland, le Swamp Thing, l'avatar de la sève, qui aurait peut-être la possibilité d'user de ses pouvoirs pour rendre le monde meilleur. Cependant, il est mort depuis quelques années, non? Où se cache-t-il un petit peu dans des recoins cachés de l'univers de DC Comics? Ça, c'est quelques personnages qui vont essayer de le découvrir dans leur quête qui va les mener au Swamp Thing pour tenter d'améliorer un petit peu les choses. Ce volume-là, en fait, il signe le grand retour de Jeff Lemire chez DC Comics, un auteur qui est plutôt à l'aise chez eux, en fait, parce qu'on l'a beaucoup connu sur Green Arrow, sur Sweet Tooth, dans le label Vertigo, sur sur beaucoup de choses en rapport avec la Justice League, sur du Joker plus récemment, sur la question également, qui était vraiment très cool. Et ici, en fait, il va tenter de ressusciter, en tout cas de se réapproprier l'univers en fait un petit peu magique, un petit peu occulte de DC Comics, qu'il avait déjà participé en fait à forger au début des années 2010 avec Scott Snyder dans sa série en fait dans la série Sœur Animal Man et Swamp Thing qu'ils avaient fait tous les deux. Et au travers de cette histoire assez déprimante et un petit peu horrifique de ce Swamp Thing Green Hell, il va tenter de rejouer
avec cette mythologie et de nous montrer toujours des questionnements qui sont pour lui en fait assez prégnants dans sa bibliographie, hein. Et on va questionner sur la famille, sur l'isolement, sur l'écologie, sur la fin du monde, sur la résilience et toutes ces choses-là quoi que l'émir a toujours mis en scène dans sa biblio. Et en plus ici c'est doublé d'une sorte de retour aux sources si je puis dire. Après avoir fait pas mal ses classes, je vous dis sur Animal Man, on sent qu'ici il se plaît à mettre en scène des personnages qu'il a déjà pu écrire, mais avec beaucoup plus de largesse et de liberté. Donc du coup, on va peut-être, je vous dis, croiser Animal Man, Swamp Thing également, et notre bon John Constantine n'est sans doute pas très loin derrière. Et tout ça est extrêmement bien rendu par le dessinateur Doug Mahnke, qui est un vétéran également de DC Comics, qui a fait 1 milliard de trucs. Il a fait du Superman, du Justice League avec Joe Kelly, du Green Lantern avec Jeff Jones, j'en passe et des meilleurs, et qui est dans une espèce de mutation graphique depuis quelques années, en ayant un ancrage et un trait beaucoup plus lâche, beaucoup plus, viscéral, je trouve. Avant, il avait un trait beaucoup plus rond, un peu plus propre, si je puis dire, et dans ce Swamp Thing Green Hell et dans les Detective Comics, par exemple, qu'il a pu réaliser il y a quelques années, on sent qu'il a l'intention d'être un peu plus gras, un peu plus dur, et ça va extrêmement bien avec cette histoire post-apocalyptique sur Swamp Thing. Donc je vous dis, c'est particulièrement intéressant. Ça parle de beaucoup de choses actuelles. Et Jeff Lemire est toujours un auteur très inspiré qui nous propose des bonnes histoires. Donc je ne saurais que trop vous le recommander. En plus, dans cette magnifique édition avec une couverture de Christian Ward du plus bel effet, qui est à la fois intrigante, magnifique et macabre. Donc voilà, le Swamp Thing Green Hell, une très bonne lecture pour ces fêtes d'Halloween. Restons un petit peu dans les thématiques écologiques, si vous le voulez bien, avec la sortie du 2e volume de Poison Ivy Infinite, la magnifique série de J. Willow Wilson et Marcio Takara. Moi, l'une de mes séries préférées actuelles de DC Comics, que je suis très heureux d'avoir arrivé chez nous. Le premier volume a eu un beau succès et j'en suis fort content. Parce que, je vous le rappelle, le principe en fait de cette série de Poison Ivy, c'est notre bonne Pamela Isley qui est malade. Elle a été infestée par une sorte de spore, de virus qui la tue à petit feu. Et elle souhaite profiter des derniers mois de vie qui lui restent pour partir en road trip à travers les États-Unis d'Amérique pour exterminer l'humanité une bonne fois pour toutes. Cependant, ça va pas forcément être aussi simple que prévu, et la bonne Pamela Isley, au fur et à mesure de son voyage, va un petit peu transformer sa vision, transformer ce qu'elle veut faire en fait, reprendre un peu goût à la vie et choisir justement de se nourrir un petit peu de l'air du temps et de partir sur de nouvelles choses. De tenter de toujours en fait faire d'exterminer l'humanité, ça change pas, elle veut toujours le faire, et elle veut toujours lutter pour la biodiversité, pour les plantes, pour la nature, mais elle va le faire d'une autre manière, peut-être une manière plus ouverte, plus inclusive, une manière peut-être aussi plus optimiste de voir la vie, de voir son évolution, et c'est vraiment magnifique, quoi, c'est trop bien. La scénariste J. Willow Wilson, je trouve, arrive extrêmement bien à capter le personnage de Poison Ivy, à l'actualiser, à le faire qu'elle devienne vraiment pertinente en fait pour notre monde d'aujourd'hui, de ne plus la présenter simplement comme une éco-terroriste stupide qui veut juste empêcher les pollueurs, mais comme ça sans vraiment idéologie derrière. Non, là, J. Willow Wilson crée une philosophie, une idéologie à Ivy, et c'est hyper intéressant. Ça rend le personnage encore plus vivant qu'il ne l'était, et surtout c'est absolument pas manichéen, quoi, parce que même si elle cherche à nous mettre de son côté, elle n'oublie pas de nous montrer que ça reste une méchante. Elle ne devient pas une héroïne parce qu'elle a sa propre série. Non, ça reste quand même quelqu'un qui veut exterminer l'humanité, mais qui va le faire différemment. Et je vous dis, c'est super chouette, c'est magnifiquement dessiné par l'auteur Marcio Takara, qui est moi un de mes dessinateurs préférés de ces dernières années, qui a un trait très vivant et charnel, et qui rend vraiment extrêmement honneur au personnage. Dans ce 2e volume, donc, on continue la longue odyssée de Poison Ivy, et voir comment, après les tragiques événements et la remise en question du 1er tome, comment elle va décider de partir sur une nouvelle route, se tracer quelque chose d'autre, peut-être un peu plus en compagnie, un peu plus entourée que ce qu'elle a pu être par le passé. Mais voilà, comme je vous dis, moi j'adore vraiment ce Poison Ivy. Je trouve que c'est à la fois très frais, très moderne, avec des personnages hyper attachants, un visuel somptueux, et vraiment une autrice en fait qui
met ces personnages et leur évolution au cœur de l'histoire et tente de nous raconter quelque chose d'assez beau et d'assez chouette. Donc voilà, Poison Ivy, vraiment un immanquable pour moi de ce DC Comics actuel, que je vous enjoins vraiment beaucoup à lire et qui, je pense, devrait vous marquer si vous aimez soit si les thématiques un petit peu écologistes vous intéressent. Vraiment, elles sont magnifiquement traitées dans ce Poison Ivy, c'est très pertinent je trouve. Et si le personnage de Poison Ivy, sa romance avec Harley et toutes ces choses-là étaient aussi des choses qui étaient chères à votre cœur, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir votre dose également dans ce Poison Ivy. Parce que évidemment, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, Harley va ramener un petit peu le bout de son nez. Mais enfin voilà, moi j'adore Poison Ivy et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à vous y mettre. On enchaîne ensuite avec la suite et la fin de quelques séries de DC Comics chez Urban, avec notamment le 3e volume de Injustice 2 de Tom Taylor, Bruno Redondo, Daniel Sampere et Zerma Nico, qui continue cette superbe saga de ce DC alternatif, de cet univers dans lequel Superman a complètement pété un câble après que le Joker l'ait poussé à tuer Lois Lane et son enfant, et comment ce Superman est viré complètement dictateur, et comment une guerre assez intense entre lui et Batman va s'en rejoindre, et comment tous les autres personnages de DC Comics vont se retrouver au milieu de tout ça et vont devoir faire des choix. Injustice, à la base, vous le savez sans doute, c'est dérivé d'un jeu vidéo. Les comics, en tout cas, Injustice était une préquelle au premier jeu vidéo, qui est un jeu de combat fait par les créateurs de Mortal Kombat, qui était à la base un comics dérivé sans grande ambition, mais par la qualité d'écriture de Tom Taylor et de ses compagnons de fortune, ont vraiment fait de Injustice l'une des sagas les plus populaires de DC Comics en fait, et des plus satisfaisantes et des plus chouettes à suivre. Du coup, la première saga Injustice en comics a duré 5 volumes, alors pas forcément tous aussi bons les uns que les autres, mais avec quand même des grands moments assez marquants, et avec justement une générosité dans la manière avec laquelle l'univers DC est représenté. Ça fourmillait de personnages, d'intrigues et de détails très attachants. Et moi, comme beaucoup, j'avais adoré. Et quand le 2e jeu vidéo est sorti, DC Comics a réitéré, et cette fois-ci en allant toujours chercher Tom Taylor pour écrire l'entièreté de la saga, contrairement à la première saga Injustice, où il était parti à la moitié en laissant le reste à Brian Buccellato. Et avec cette Injustice 2, il va toujours raconter un préquel au jeu vidéo, mais en soi, c'est pas vraiment le sujet. Ici, le sujet, c'est que Tom Taylor va vraiment nous construire une grande histoire en fait autour de la Justice League et autour de l'univers DC, nous raconter en fait un monde qui tente de se relever des événements précédents, qui tente de construire un futur meilleur, mais qui va devoir à nos héros affronter d'autres personnages de l'univers de DC Comics qui souhaitent eux aussi amener un avenir meilleur, mais d'une manière, disons, peut-être un peu plus violente et surtout d'une manière plus radicale, et qui vont se battre pour justement la préservation de l'environnement, des espèces. Et on va voir un vrai duel idéologique en fait entre Batman, entre les restes de l'armée de Superman et entre une faction menée par Ra's al Ghul qui veut le meilleur de l'environnement, mais qui est prêt à commettre des actes terroristes et tout pour s'en servir. Et du coup, on va vraiment avoir une bataille idéologique entre 3 factions vraiment très intéressantes, avec 3 visions du futur et du monde, tous très très différents, et avec certains personnages qui vont être ballottés de l'un à l'autre. Et moi, je trouve que c'est vraiment génial. Il y a plein de très beaux moments. Tom Taylor, il montre qu'il connaît son DC, quoi, et que chaque personnage a son arc à lui. Chaque personnage a vraiment un beau développement. Comme c'est un univers alternatif, il a vraiment toute la puissance en fait pour raconter ce qu'il a envie, de faire évoluer les personnages comme il en a envie. Et c'est vraiment, moi je trouve super. Il écrit, moi je trouve l'une des Harley les plus attachantes jamais faites. Il a un des Damian Wayne les plus intéressants, un Batman vraiment sur le fil du rasoir, une Supergirl qui fait son apparition dans ce Justice League 2 qui est vraiment super cool, quoi. Et voilà, une saga qui va nous parler d'héritage, de famille, d'écologie, de transformation et de regret, de deuil et toutes ces choses-là. Et c'est vraiment trop cool. Une vraie saga, une vraie grande saga de l'univers de DC Comics que personnellement je préfère au premier Injustice, que je trouve qui est vraiment super. Et en plus, c'est illustré en grande partie par 3 illustrateurs de grand talent, que sont Bruno Redondo, Daniel Sampere et Zerma Nico, qui étaient
plus ou moins à leur début à ce moment-là et qui ont qui sont depuis chacun devenus les illustrateurs, disons, stars de DC Comics. Xermanico, on avait pu le retrouver sur le Flashpoint Beyond assez récemment. C'est lui qui a repris le destin de Green Lantern aux États-Unis. Daniel Sampere, lui, on avait pu le voir parce que c'est l'illustrateur de Dark Crisis on Infinite Earths, le dernier gros event de DC. C'est lui qui a maintenant aussi le dessin de la série Wonder Woman écrite par Tom King, absolument, avec un début hyper flamboyant. Et Bruno Redondo, lui, nous a montré l'entièreté de son talent à la fois expérimental et de narrateur hors pair avec la série Nightwing Infinite qu'il réalise également avec Tom Taylor au scénario. Donc vraiment, pour moi, en fait, ce que j'adore dans ce Injustice 2, c'est que c'est à la fois une belle histoire qui met en scène plein de personnages tertiaires ou principaux de l'univers DC Comics en leur donnant chacun une voix très différente, en leur donnant tous un parcours avec des thématiques intéressantes et actuelles, et surtout en fait parce que c'est le vivier qui a permis en fait au DC Comics un petit peu d'aujourd'hui d'advenir. Moi je trouve que en fait c'est presque un laboratoire, ce Injustice 2 qui a permis à des gens hyper doués de se faire la main et depuis de nous émerveiller avec plein de nouvelles histoires. Donc je dis, moi c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce Injustice 2. Et ça montre aussi que Tom Taylor est assez constant dans les thématiques en fait qu'il développe, parce que je dis la famille, l'héritage, l'écologie, la dictature, l'autoritarisme et toutes ces choses-là, c'est des choses qui traversent sa bibliographie de Nightwing à Superman Son of Kal-El, en passant par ses titans plus récents et plein d'autres trucs qu'il a pu faire, Seven of Secrets aussi qu'il a fait en indépendant, et c'est de secret, j'ai déjà le cours. Donc voilà, moi je trouve Tom Taylor c'est vraiment le golden boy de DC Comics qui nous propose des récits toujours très accessibles, très intéressants et très attachants. Donc moi je vous recommande vraiment plus que tout ce Injustice 2, tome 3 qui termine une fois pour toutes la saga. Suite et fin également pour la saga Wonder Woman Infinite de Becky Cloonan, Michael Conrad et Emanuela Lupacchino pour ce 4e volume, en grande partie. Du coup, la suite des aventures de Diana dans la période en fait Infinite, qui se conclut ici en grande pompe. Après en fait l'affrontement et le tournoi des Amazones, une nouvelle reine a été choisie pour diriger Themyscira. Cependant cela ne va pas être sans remous et sans conflit avec des dieux, et le docteur Schizo est toujours là pour tenter de faire advenir des choses assez horribles à notre bonne Wonder Woman et à ses alliés. Du coup la scénariste Becky Cloonan termine sa saga justement en rassemblant tous les protagonistes qu'elle avait pu mettre en place pendant tout ça, et de donner un espèce de gros au revoir final pour ce run de Wonder Woman qui aura été, moi je trouve bien, du début à la fin, qui aurait été une bonne série, assez bien construite et tout ça, mais qui n'aura peut-être pas eu parfois les grosses envolées qu'il faudrait pour vraiment marquer les esprits, mais ça restera quand même un run de Wonder Woman assez chouette, assez atypique sur certains choix, mais qui quand même aura proposé des trucs assez sympas, qui a fait revenir vraiment pas mal de personnages assez cool de la mythologie de Wonder Woman qui avaient disparu pendant plusieurs années. Je pense notamment à Nubia, qui est la sœur de Wonder Woman, que moi j'aime vraiment beaucoup et que j'étais très heureux de voir évoluer dans cette série-là. Pour ce 4e volume, du coup Becky Cloonan est rejoint en grande partie par la dessinatrice Emanuela Lupacchino, qui avait déjà fait du Wonder Woman, me semble-t-il, pendant la période de Rebirth, mais qui est aussi aidé par la dessinatrice française Marguerite Sauvage et par le dessinateur Amansi Napuelan. Donc du coup, un bon roster, un bon truc pour donner fin. Et puis ce Wonder Woman va laisser sa place, disons, au prochain run sur l'Amazon. Du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, scénarisé par Tom King et dessiné par l'auteur Daniel Sampere, qui vient tout juste de commencer aux États-Unis et qui est déjà plein de promesses et d'ambition. Donc on a hâte de voir ce qu'ils réserveront tous les deux pour le futur de l'Amazon. Mais voilà, si vous voulez vous lire un run de Wonder Woman assez riche dans les personnages qui mettent en scène, qui n'hésitent pas à jouer avec la mythologie du personnage, en faisant revenir des personnages un peu plus anciens, en créant de nouveaux, et en mettant notre Wonder Woman dans des
dans des choses, disons, qu'elle n'a pas forcément l'habitude de voir et en la blessant un petit peu dans son intimité, bah, c'est une saga Wonder Woman Infinite que je pourrais vous recommander avec grand plaisir. Je vous dis, qui n'est pas forcément, qui n'a pas de grandes envolées, il n'y a pas forcément un moment, je trouve, plus marquant qu'un autre. La série, quelque part, ronronne un peu sur ces 4 volumes, hein, on reste sur la même ligne, mais ce n'est pas forcément marque comment dire, de mauvaises choses, au contraire, c'est plutôt forme de qualité et de stabilité, juste que, bah, je vous dis, il n'y a pas forcément de moments plus incroyables que d'autres, mais ça restera très plaisant tout le long. Donc voilà, Wonder Woman Infinite, c'est terminé et je vous conseille de vous y plonger si ce n'est pas fait. Et on termine cette vidéo de présentation des nouveautés Urban Comics en partant quelque peu de l'univers de DC et des super-héros pour entrer beaucoup plus dans l'univers de Dark Fantasy de Andrzej Sapkowski avec des intégrales des comics The Witcher. The Witcher, du coup, est-ce que j'ai encore besoin de vous en parler, de vous le présenter? Cette saga est mondialement connue de Dark Fantasy, de littérature qui met en scène les aventures d'un sorceleur, Géralt de Rive, qui est un espèce de mutant qui, dans un univers fantastique, médiéval fantastique, a pour but de chasser les monstres qui peuplent son monde et d'en protéger les gens. Et lui, disons, bon gré mal gré, va traîner ses guêtres là où il peut et là où l'argent va le conduire. Cependant, contrairement à des univers un peu plus classiques, comme les univers de Tolkien ou quoi que ce soit, l'univers de Sapkowski est beaucoup plus dur, beaucoup plus âpre, beaucoup plus réaliste, et les événements qui vont voir notre bon Géralt arriver ne vont pas forcément tous être à la fois très beaux, très forts, et surtout tous assez ambigus, et qui vont obliger le personnage à jouer de l'épée ou de la verve pour tenter de s'en sortir, et tout ne va pas forcément le laisser indemne psychologiquement, et ça va nous construire vraiment un grand truc. Donc bon, j'imagine que The Witcher, vous connaissez par le jeu vidéo, ou par la série télé, ou par les livres, hein. Donc une saga quand même assez riche dans laquelle on peut rentrer dans de pas mal de manières différentes. Et Urban en fait avait déjà édité pas mal des comics dérivés de The Witcher, et les recompile pour cette fin d'année dans des très très belles intégrales. Franchement, ils ont fait un très très beau boulot. Ils reprennent un petit peu le format des qu'ils ont pu développer pour les Urban Cultes. Donc du coup, c'est assez élégant, c'est plutôt chouette, et ça reprend un petit peu le format qu'avait pu faire Dark Horse aux États-Unis quand ils avaient édité eux-mêmes des intégrales The Witcher. Donc franchement, ils sont super chouettes et ça donne bien envie de s'y plonger. Et ces bandes dessinées The Witcher, faites attention parce qu'elles sont surtout en fait dérivées du jeu vidéo. Elles ont beaucoup en fait été écrites par des gens qui ont travaillé sur The Witcher 3, beaucoup, si je ne dis pas de bêtises, et du coup qui présentent de nouvelles intrigues, de nouvelles histoires pour Geralt, pour Ciri, et pour tous les personnages qui les accompagnent. Donc si vous avez si vous aimez bien la série, si vous aimez bien le jeu vidéo et tout ça, et que vous aviez envie de vous replonger dedans, ça peut être des bonnes histoires à aller voir. Alors, il y a un peu de tout, hein, je vous avoue que toutes ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais il y a plutôt des bons trucs. Là, avec l'arrivée de ces intégrales, je m'en suis relu quelques-unes, et franchement, j'ai été assez surpris. En plus, du coup, Urban nous propose un nouveau volume aussi, la balade des deux loups, qui est un inédit, du coup, qu'ils n'avaient pas encore édité, et qui est aussi vraiment assez réussi. Donc voilà, si vous aviez envie, si vous aviez déjà poncé The Witcher dans tous les sens, c'était une bonne manière de s'y replonger, et en plus l'édition est vraiment de qualité. Donc ça, quand on a des beaux livres, ça donne vraiment envie de lire les livres. Donc voilà, merci à elles et eux, et je vous dis, si vous êtes fan de The Witcher, franchement, soyez curieux, parce qu'il y a sans doute de belles pépites à aller voir, même si évidemment tout n'est pas parfait. Et bien voilà, en vous remerciant de m'avoir écouté, j'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura vraiment donné envie de dévorer toutes ces belles lectures. Comme vous avez pu le comprendre, moi je suis enthousiaste sur plein de trucs, sur le Poison Ivy, sur les écritures de Tom King, sur le Swamp Thing et tout ça. Il y a vraiment des super trucs sortis cette semaine, donc vraiment mangez-en, c'est du bon. Si vous voulez les retrouver, c'est évidemment dans les descriptifs de la vidéo que ça se passe, ou en nous rendant visite au 49 rue La Cépède à Paris. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueillera et on vous parlera de tout ça avec grand plaisir, avec grande passion. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines vidéos, et à nous écrire des commentaires pour nous donner vos avis sur tout ça, nous dire quelles sont les dernières choses que vous avez lues, que pensez-vous de ce nouveau design, de ce nouveau graphisme pour les Urban Indies. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes content de voir un petit peu de couleur dans vos bibliothèques? Je veux tout savoir. Quels sont quel est votre Tom King préféré, par exemple, vous, de tous les ouvrages qu'il a réalisés ces dernières années chez DC, lequel préférez-vous? Moi, je vous dis
Human Target est assez haut, je pense que Rorschach n'est pas très loin derrière et que Heroes in Crisis, dans mon cœur, est aussi pas très loin, même si c'est un ouvrage eh bien, parsemé de défauts. Mais bon, qu'est-ce qu'on dit quand on aime, on ne compte pas. Et puis bah voilà, peut-être me dire vous aussi quel Swamp Thing est-ce que vous préférez, celui de Moore, de Snyder ou de Lemire maintenant. Je vous dis, je veux tout savoir et bah moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.